La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Blabla Foot. Aujourd'hui, on se remet en mode basket pour le deuxième épisode de Blabla Basket. On va continuer notre récit sur les Raptors de Toronto, la première équipe non américaine à remporter les finales NBA. Il y a 2 semaines, nous avons parcouru la création de la franchise, les années Vince Carter, Tracy McGrady et Chris Bosh. Et ce soir, nous poursuivons cette aventure avec l'ère Kyle Lowry et DeMar DeRozan. Je vais donc accueillir notre guest star, notre conteur des temps modernes, Monsieur Oncle Phil, qui représente Radio Off Basket. Mais avant, jingle Oncle Phil. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bonsoir Phil. Bonsoir Max, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être de retour sur Blabla Basket pour ce deuxième épisode. T'es prêt à enchanter nos auditeurs à nouveau ce soir? Merci. J'essaie de faire en sorte que ce soit vivant. Je vais également accueillir nos chroniqueurs qui ont pris position sur l'application Blabla Foot. D'abord Christophe qui était avec nous il y a 2 semaines. Salut Christophe. Salut Max. Comment tu vas Christophe? Bah écoute, ça va plutôt pas mal et toi? Eh ben ça va. Prêt à parler de tes Raptors chéris? Toujours prêt. Et on a également Flavien qui est avec nous. Salut Flavien. Comment tu vas? Salut Max, Flavien? salut tout le monde. Te présenter rapidement pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Je suis étudiant aussi en journalisme pour encore 1 an et du coup on est fiers de parler de NBA. On est tous fans, du moins je parle. Oui, c'est vrai. Et effectivement, moi, je ramène que mon crew sur Blabla Foot, apparemment. En tout cas, pour parler de basket. Que tes potes. Alors, avant de commencer l'émission, messieurs, je vais juste rappeler à nos auditeurs que si vous nous écoutez sur un lien direct live, je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'application qui est disponible sur Android et sur l'Apple Store et cliquer sur devenir chroniqueur pour prendre position et venir débattre avec nous. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter @blablafoot_app, sur Facebook, la page Blablafoot, sur Instagram @blablafoot.officiel. Et je vais également rajouter que Blablafoot vient de faire une mise à jour. Si jamais vous ne l'avez pas vu, effectuez-la, car désormais Blablafoot s'ouvre au monde et vous pouvez vous-même, chers auditeurs, organiser vos propres débats. Donc voilà, n'hésitez pas à tester cette nouvelle fonctionnalité. On sera ravis de vous encadrer pour cette nouvelle aventure sur Blablafoot. Mais maintenant, eh bien, c'est l'heure de parler basket avec Oncle Phil et de continuer notre histoire sur les Toronto Raptors. Oncle Phil, eh bien, on t'écoute. Merci Max. Avant de commencer, je me permets aussi de saluer les panélistes qui sont présents, Flavien et Christophe. Bonsoir. Allez, donc on va enchaîner. Donc alors c'est cette deuxième partie, histoire de placer un petit peu les choses, de placer le contexte de ce deuxième épisode de l'ère des Raptors de First Dance. On va parler de cette époque qui est une époque assez charnière en tout cas, à savoir le passage de DeMar DeRozan, de Dwayne Casey et l'arrivée de Kawhi Leonard. On va terminer ce deuxième épisode sur l'arrivée de Kawhi Leonard. Et pendant ce talk show, on va un peu se décaler, notamment de l'histoire des Raptors, surtout quand on va parler de Kawhi Leonard, parce que c'est véritablement l'une des pires maîtresses, on va dire ça comme ça, si ce n'est la pire maîtresse qui manquait aux Raptors pour gagner le titre la saison dernière. Donc on va commencer dans la première partie par DeMar DeRozan, l'homme qui menaçait, on va l'appeler comme ça, l'homme qui menaçait l'ombre de Vince Carter. On va un peu poser le contexte pour présenter un petit peu aux panélistes qui est DeMar DeRozan. Et pour ça, on a choisi un match. C'était le 22 décembre 2017. Les Raptors affrontaient les Sixers de Philadelphie. Et on rappelle que mené de 22 points en 3e quart-temps, DeMar DeRozan, avec l'aide de Kyle Lowry, ont remis les 2 équipes à égalité avant de porter le coup de grâce. Et on rappelle que DeMar DeRozan, avec un tir à mi-distance et 2 lay-ups, a donné 5 points d'avance aux Raptors sur un score de 107-102.
Dans ce match, Robert Covington a eu l'occasion de ramener Philly dans le match, mais l'adresse en première mi-temps n'était plus là et DeMar DeRozan avait scellé la rencontre au lancer franc. À ce moment-là, c'était la 11e victoire en 12 matchs des Raptors, qui n'avaient besoin que d'une petite victoire pour prendre les commandes de la conférence Est. Une nuit magique pour DeMar DeRozan qui avait terminé la soirée avec 45 points. Donc 6 tirs à 3 points. Alors j'insiste sur les tirs à 3 points parce que DeMar DeRozan ce n'est pas un expert du 3 points pour ceux qui le connaissent bien. Il est même très 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 maladroit. Mais cette nuit a été magique pour lui. 6 tirs à 3 points pour lui, 45 points au total. Donc 2 nouveaux records personnels sur le plan individuel pour infliger cette défaite aux Sixers. On rappelle que sur cette rencontre du 22 décembre, Joel Embiid n'était pas présent. Et c'était la 4e défaite de suite des Sixers. Un autre match important à retenir, c'était le 1er janvier 2018. Les Raptors affrontent les Bucks au Canada Center et quelques heures avant le game, un assistant coach des Raptors cherche DeMar DeRozan dans les couloirs de l'arena et il le trouve devant un écran de télévision à regarder les dernières minutes du game 6 des finales 98 qui opposaient les Bulls au Jazz d'Utah. On rappelle ce match qui a permis à Michael Jordan à cette époque de terminer sa légende. Et DeMar DeRozan avait décidé cette nuit d'écrire une nouvelle page de son histoire. Lui qui n'avait, comme je l'ai précisé, ce n'est pas un joueur à 3 points, mais cette nuit-là, il avait encore fait quelque chose de spécial. Des Raptors qui avaient débuté ce match face aux Bucks de la meilleure des manières. Milwaukee qui avait tenté de réagir, mais sur ce qu'on va retenir, surtout, c'est au-delà des détails de cette rencontre, c'est ce 4e quart-temps avec un DeMar DeRozan qui avait réalisé le meilleur match de sa carrière avec 52 points, 8 passes décisives et 5 rebonds pour mener son équipe vers la victoire après prolongation face à une équipe vaillante des Raptors. DeMar DeRozan avait terminé. Oui, j'allais dire, intervenir et demander à l'équipe ici. DeMar DeRozan, c'est justement pas un peu un joueur qui souffle le chaud et le froid. Justement. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est une bonne question puisque la suite de ma chronique va permettre de répondre à cette question. Donc, sauf si quelqu'un veut réagir, hein. Si quelqu'un veut réagir un petit peu, il n'y a pas de souci. Bah, c'est quelqu'un qui a, on en parlera plus tard, mais c'est un joueur qui a pas su faire passer le step nécessaire. Alors, il y a eu plein de raisons à ça, mais il a pas su faire passer ce step pour aller jusqu'au final, ce qui a malheureusement été le cas pour son successeur un an après son départ. Donc ouais, mais c'est un joueur qui, moi je trouvais qu'il avait quand même une régularité tous les soirs. Tu sais qu'il va mettre ses 20-22 points avec une régularité aussi assez fiable. Ouais, bah comme dit Flavien, DeRozan, c'est toujours un joueur qui en saison régulière a toujours fait des stats très 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 complètes, très bonnes, mais qui une fois que l'intensité était plus importante, que l'enjeu aussi était plus important, il avait tendance plus à être un peu plus dans la difficulté. Voilà. C'est ce vers quoi tu vas, hein, Phil, hein, cette inconstance dans les moments importants. Mais je voulais d'abord placer véritablement le contexte pour marquer l'importance de ce genre avec ces deux matchs, on va dire les 2 meilleurs matchs de sa carrière. Ce match du 1er janvier 2018 avec ses 42 points et ce premier match c'était le 22 décembre 2017 et ce deuxième match c'était le 1er janvier 2018. Il avait terminé, c'était le meilleur match de sa vie, 52 points pour DeMar DeRozan, 8 passes, 5 rebonds. Pour ce joueur incroyable, en tout cas fantastique en attaque, et voilà. Mais on va passer à ses défauts. On rappelle que cette nuit-là, les fans n'avaient pas arrêté de chanter MVP dans les oreilles de l'arena de tous ceux qui étaient présents ce soir-là. Les Raptors qui tenaient leur héros, on va dire ça comme ça. Mais l'avenir. Lui aussi, parce qu'apparemment il regardait les matchs de Air Jordan juste avant, donc lui il se voyait déjà à la place de Michael. Avant ce match. Voilà, en tout cas avant ce match, il était très très chaud et la fin du match lui a donné raison. Mais il faut dire que cette saison-là, il faisait partie des comme l'a dit Flavien. C'est Flavien, hein, c'est ça, hein, Flavien que j'ai entendu tout à l'heure. Flavien qui l'a dit, DeMar DeRozan, il a pour lui une régularité en attaque, mais des lacunes qu'on va présenter par la suite.
et je vais justement attaquer ces lacunes justement. DeMar DeRozan, c'est ça, hein, c'est une blessure qui va rester longtemps dans l'histoire dans le cœur des fans des Raptors. On rappelle qu'après le passage de Vince Carter et de Chris Bosh, il était véritablement devenu le nouveau visage des Raptors. On va revenir un peu en arrière pour une fois qu'on a placé le contexte avec ces deux incroyables matchs. On va un petit peu en arrière pour rappeler qu'il avait été désigné à la 9e position le 25 juin 2009. C'est un joueur, comme on l'a dit, avec de très bonnes qualités offensives. Et on va retenir ses récompenses individuelles, 4 fois All-Star, 3 fois meilleur joueur du mois, et on garde cette pointe à 52 points face aux Bucks le 1er janvier 2018. Donc c'est une relation avec les fans des Raptors qui a fait véritablement mal à cause du titre qui a été remporté après lui. Il n'était pas là, et ça va nous permettre de faire un retour sur les échecs passés des Raptors sur le plan collectif, mais DeMar DeRozan a sa part de responsabilité aussi. On revient lors de la saison 2013-2014, les Raptors sont éliminés au premier tour au premier tour pendant le 7 face au Nets de Brooklyn à cause d'un Paul Pierce qui leur avait fait très mal sur ce Game 7. On repense aussi à la saison 2014-2015, les Raptors sont éliminés au premier tour par un sweep. C'est par les Wizards cette fois. Alors, Phil, saison excuse-moi, je vais t'interrompre une seconde parce que je voudrais juste donner la chance à Flavien de réagir, étant donné qu'il faut le savoir, Flavien est fan des Nets, donc peut-être que lui il a un souvenir assez vivide de ce Game 7. Moi, je regardais pas spécialement la NBA à cette époque-là, mais forcément que c'est une action. Dans les années 2010, si tu dois décrire une action chez les Nets, je te dirais celle-là, clairement. Il y a tellement d'impact. Alors, il y aurait pu avoir beaucoup plus d'impact si les Nets étaient allés plus loin et avaient réussi à battre le hit, mais ce bloc du coup sur le Game 7 juste avant la fin du match, c'est vraiment la plus grosse action des Nets. C'est déjà, comme tu le dis Phil, le premier coup d'arrêt pour les Raptors, même s'ils ont progressé plus tard. C'est déjà un gros coup dur à ce moment-là. Mais aussi à ce moment-là, c'est qu'en play-off, le duo Laurie DeRozan, il y en avait pas un qui avait 20 points dans le même match en même temps. C'était soit l'un, soit l'autre. Ce qui fait que, par exemple, lors de cette série face aux Nets, t'avais un Joe Johnson qui était souvent au-dessus des 20 points. T'avais un Darren Williams qui était aussi au-dessus des 20 points régulièrement et en même temps. Et sur la fin de série, t'as Paul Pierce qui a step up et qui a tué la série. Et alors, ce que je te dirais même en plus, c'est que les Raptors revenaient en play-off, ça faisait quoi, 6 ans qu'ils y étaient pas allés. Donc c'était vraiment la redécouverte un peu de ce niveau-là. Et le swipe par les Wizards, ça reste un souvenir douloureux aussi pour toi. En vrai, je me rappelle de justement les Wizards de Paul Pierce à la fin du script qui avait dit que les Raptors n'avaient pas le hit factor, le factor X, et il avait totalement raison. Et au final, on va corriger ça plus tard. Je pense que Phil va pas tarder à nous en parler. Bien entendu, puisque lors de la saison suivante 2015-2016, les Raptors qui battent les Pacers au premier tour après 7 matchs, ils battent le Heat de Miami au second tour après 7 matchs, et en finale de conf, ils se font sweeper par les Cavs de Cleveland. Lorsqu'on a commencé en 2013-2014 avec l'élimination au Game 7 face aux Nets, on pensait que c'était le début des emmerdes, mais c'était que les choses. C'était que les choses. Puisque alors, qu'est-ce qui s'est passé justement face à Cleveland? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était LeBron ou alors c'était parce qu'ils étaient complètement cramés? On peut dire que c'était LeBron, hein. On peut pas. T'as la fameuse expression qui est arrivée quelques années plus tard, après encore des défaites contre les Cavs, de LeBron à la place de Toronto qui résume qui va résumer ça fait mal. Donc après la saison 2015-2016, donc ce sweep en finale de conf face aux Cavs, vas-y. Face aux Cavs, ils sont pas sweepés. Ils sont pas sweepés de mémoire, hein. En 2016. Le sweep c'est plus tard, ouais. Le sweep c'est plus tard, oui. Plus tard. Ok, y a pas de souci, autant pour moi. Donc 2016-2017, y a pas de souci. Les Raptors qui battent les Bucks au premier tour, 4-2, et ils sont sweepés
par les Cavs 4-0. Voilà. Voilà, je dis, la douleur, elle est pas terminée puisque 2017-2018, les Raptors prennent leur revanche sur les Wizards. On rappelle qu'ils les avaient battus au Game 7 en 2014. Ils prennent leur revanche en les battant 4-2 et au deuxième tour, nouveau sweep par les Cavs de King James au deuxième tour. Donc quelque chose qui est une période qui a fait très mal, mais j'aimerais mettre l'accent sur cette année 2017-2018, cette opposition au troisième match, le troisième match qui oppose les Cavs aux Raptors de Toronto. C'est une occasion qui a fait tellement mal à DeMar DeRozan. Pourquoi cette série, c'était véritablement une série terrible pour eux. On rappelle que dans le Game 1, je vais commencer par le Game 1 déjà. Dans le Game 1, les Raptors perdent en prolongation 113-112 avec seulement 5 ballons perdus alors qu'ils menaient au score durant tout le match. Ils n'arriveront pas à tuer le game et ils ont perdu sur les dernières secondes après une tentative ratée de Fred VanVleet. Deuxième match, Game 2, LeBron James qui passe en mode Super Saiyan, on peut le dire, parce qu'il a carrément détruit les Raptors sur ce match. 43 points, 14 passes décisives, 8 rebonds et une fin de match calvaire sur un score de 128-110. Game 3, LeBron James passe encore une fois de plus une nouvelle transformation. Vous pouvez mettre le numéro que vous voulez dessus. Il détruit les Raptors au buzzer, on le rappelle, malgré un OG Anunoby qui avait ramené l'équipe à égalité à 8 secondes avant la fin, 103 partout. LeBron tue les Raptors sur un tir assassin. Et on rappelle que sur ce Game 3, Dwayne Casey avait décidé de mettre DeMar DeRozan sur le banc alors qu'il restait 14 minutes à jouer. On rappelle que sur ce match, il jouait très mal. Il était à moins 23 en plus-minus. Il était à 3 sur 12 au tir. Et il n'a pas joué sur les 14 dernières minutes. Il n'a pas joué. Dwayne Casey l'avait mis au banc. Dans le Game 4, DeMar DeRozan est encore pire que la veille puisqu'il était à moins 29 en plus-minus, plus une expulsion à la fin du troisième quart-temps. Il avait terminé ce match avec 14 points, 0 sur 13 au tir à 3 points. Mais alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça, cette faiblesse de DeRozan dans ces moments si importants, Game 3 et Game 4? On va laisser Christophe ou Flavien déjà s'exprimer, après je vais enchaîner. Vas-y, allez-y. Ça, après, c'est compliqué. Après, on sait que DeRozan, mentalement, ça a jamais été vraiment son principal atout. Et quand tu vois qu'il se fait marcher dessus depuis déjà moult matchs par LeBron, au bout d'un moment, je pense que ça doit quand même peser. Et puis, quand tu vois en plus que ces tirs rentrent pas, au bout d'un moment, ça le plonge. Puis il y a quelque chose, c'est qu'ils ont du coup rapidement été menés dans la série, tu le disais, pendant ce Game 3, et alors que ils ont survolé la saison régulière, ils finissent premier de la conférence Est cette année-là, tout se passe bien, et puis en play-off, dès qu'ils retrouvent LeBron James, ça se passe tout de suite beaucoup trop mal. Et après la première défaite en finale de conférence en 2016, ils ont eu un sentiment d'infériorité. Bien sûr, c'est un collectif. Je pense pas que tu sois que DeRozan d'ailleurs, t'as sûrement aussi c'est un collectif. Et Kyle Lowry qui ont pas non plus, qui se sont fait bouffer par les événements à chaque fois qu'ils ont affronté les Cavaliers. Donc, mais DeRozan fait clairement partie de ça et justement c'est encore plus cruel ce qui se passe derrière pour lui. Ça avait fait mal. Ça on va y revenir. Des Raptors. On va y revenir après, effectivement. Je vais enchaîner. Mal, hein. Bien sûr, je t'en prie. J'enchaîne pour parler du coach justement. On parlait du collectif, mais on va parler du coach Dwayne Casey. Dwayne Casey qui fait partie des coachs emblématiques de l'histoire de cette franchise des Raptors. Mais après le sweep face aux Cavs, Ujiri Masai, le GM, décide de prendre une nouvelle direction. Cela faisait 7 ans que Dwayne Casey était à Toronto. Et qu'il qualifiait les Raptors en play-off régulièrement. On rappelle qu'il avait été sacré meilleur coach de la Ligue lors de cette saison 2018 avec 59 victoires. Mais lors de la renégociation de son contrat après le troisième sweep, Dwayne Casey, pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire, Dwayne Casey voulait une prolongation de contrat sur 2 ans avec un salaire équivalent à celui des joueurs stars de son équipe.
Et le front office avait un problème aussi avec les prises de décision du coach, notamment dans des situations de crise, puisque Ujiri Masai doutait de la capacité à Dwayne Casey à faire les ajustements nécessaires en cas de crise. On reviendra dessus. Mais on va rappeler que Dwayne Casey est un coach, puis on rappelle qu'il officie cette fois au Pistons de Détroit. Dwayne Casey, c'est un coach assez hermétique en ce qui concerne les nouvelles solutions de coaching. C'est un coach qui est campé sur ses convictions et qui n'avait pas l'intention de changer son approche de la gestion des crises, notamment suite à ce sweep par les Cavs de Dwayne Casey n'a pas daigné dire à Ujiri qu'il allait changer de méthode, par exemple, et il ne veut pas faire évoluer Kyle Lowry et DeMar DeRozan en dehors de leur zone de confort. Qu'est-ce que ça veut dire, les faire évoluer en dehors de leur zone de confort? On prend par exemple le cas de DeMar DeRozan. DeMar DeRozan, il a un gros problème sur le plan individuel. C'est un très mauvais défenseur. Et Dwayne Casey était le seul coach qu'avait connu DeMar DeRozan lorsqu'il est entré en NBA. Et pour Ujiri Masai, il était temps que DeMar DeRozan passe un cap, notamment au niveau de sa défense. Et il lui fallait, Ujiri Masai pensait à cette époque-là, à ce moment-là, que il fallait véritablement qu'un autre coach puisse changer, et faire évoluer DeMar DeRozan, notamment sur cet aspect défensif. Donc Ujiri Masai, lorsqu'il décide de choisir un autre coach, il n'a pas le droit à l'erreur. Donc en cas de mauvais choix, bien entendu, il sera tenu comme responsable. Donc il y a plusieurs candidats. On a David Blatt, vous connaissez bien David Blatt, ex-coach des Cavs avec une très très bonne expérience européenne. Vous avez Jeff Van Gundy qui est là, mais à l'époque rien ne laisse penser qu'il irait à Toronto. Vous avez Becky Hammond qui était sur la liste aussi, assistante de Greg Popovich, mais pas assez d'expérience selon Ujiri Masai. Vous avez Jerry Stackhouse, pour ceux qui se souviennent, Jerry Stackhouse, champion 2017 en NBA G League avec la team Siakam et Fred VanVleet, qui était assistant coach Raptors. Mais les rumeurs à l'époque parlaient d'une relation assez compliquée entre Jerry Stackhouse et Kyle Lowry. Donc c'était pas le moment d'apporter un autre feu dans la maison. Donc il n'a pas choisi Jerry Stackhouse. Et il restait un qui s'appelle Nick Nurse. Nick Nurse, il a une particularité, il est coordinateur offensif des Raptors depuis 5 ans et il a une très grande qualité qu'apprécie fortement Ujiri Masai. C'est qu'il a la réputation d'être très flexible et hyper créatif. Détail très important, Nick Nurse évoluait en tant que head coach en Angleterre chez les Birmingham Bullets, alors que Ujiri Masai, lui, évoluait en tant que joueur en Angleterre chez les Derby Storms. Et à l'époque, Ujiri Masai respectait énormément le travail de Nick Nurse puisqu'ils étaient rivaux dans ce championnat anglais, et à chaque fois qu'ils avaient à jouer l'un face à l'autre, c'est Nick Nurse qui gagnait, donc à chaque fois c'est lui qui gagnait. On rappelle que Nick Nurse avait gagné 2 titres en Angleterre, il a été titré 2 fois avec les Birmingham Bullets entre 95 et 97, et il a gagné un titre avec les Giants de Manchester. Ça c'est ma ville d'adoption pour ceux qui Manchester où est donc situé Radio Basket. Le siège social de Radio Basket, c'est du côté de Manchester. Et alors juste, excuse-moi Phil, mais il y a un championnat anglais, parce que personnellement, moi j'en ai jamais entendu parler. Ils jouent au basket, les Anglais? Oui, ils jouent au basket. D'accord. Bon, on en apprend tous les jours. Il joue même très très bien au basket, mais c'est vrai que le problème au niveau de l'Angleterre, c'est la médiatisation de ce sport. La médiatisation de ce sport, les médias, ils ont que le foot dans les yeux. Donc, la médiatisation, elle est nulle. Je vous demande à tous, les amis, mais il y a déjà eu des joueurs anglais en NBA? Oui. Bah, par exemple, un des joueurs de Chicago qui s'appelle Waldeng, qui était international anglais, voilà. Aux Raptors, il y a un anglais qui s'appelle OG Anunoby. D'accord, très bien. Mais alors du coup finalement Dwayne Casey, il est prolongé ou pas? Donc Dwayne Casey, alors j'explique un petit peu pourquoi est-ce que Ujiri il choisit Nick Nurse. Il choisit Nick Nurse parce qu'il il est compétent, c'est quelqu'un qui est assez flexible, c'est quelqu'un qui comprend bien le basket, mais ils ont aussi ce rapprochement qui concernant leur expérience mutuelle du côté de l'Angleterre.
Donc il décide de le signer aussi parce que Nick Nurse ne lui coûte pas très cher aussi. Ça joue aussi les sous. Donc il signe un contrat de 10 millions sur 3 ans, Nick Nurse, avec les Raptors de Toronto. Nick Nurse, il a une autre qualité. C'est un fan absolu de Phil Jackson, le coach emblématique que vous connaissez tous aux Bulls et aux Lakers. On rappelle que, je l'ai déjà dit, coach en Europe, Nick Nurse, il a une obsession. C'est d'être un coach, c'est de coacher un peu comme Phil Jackson. Et on rappelle que lorsqu'il officiait en Angleterre, il s'abonnait au service, un service de diffusion de cassettes vidéo qu'on appelle Pontel, et qui lui envoyait chaque semaine des cassettes des matchs des Bulls. Sur cassette et sur DVD, et il décortiquait les matchs des Bulls avec ses joueurs pendant cette période-là. Donc il étudiait le triangle, la façon de coacher de Phil Jackson. Et c'est en 2018, c'est en 2018 que Nick Nurse il a la possibilité de rencontrer le maître cette année-là. Bon, je dis le maître, il y en a qui supportent pas Phil Jackson, mais bon, on va quand même le respecter. On va quand même respecter ses bagues quand même. Le dirigeant. En 2018, il rencontre le maître cette année-là. Son rêve est réalisé grâce à l'aide d'un ami, un ancien membre du staff des Lakers qui s'appelle Alex McKinney, qui lui file le numéro de la légende. Donc il appelle Phil Jackson, qui l'invite dans son ranch dans le Montana. Et voilà comment Nick Nurse décrit cette rencontre. Il avait déclaré: au début, je pensais que c'était juste pour prendre du café. Je m'y suis retrouvé pour quelques jours. Et Phil Jackson a été très généreux dans le temps qu'il m'a accordé. On a beaucoup parlé basket, de leadership, de l'histoire du basket et surtout sur la façon de diriger une équipe. Donc autant d'éléments qui vous permettent de comprendre un petit peu la mentalité de Nick Nurse. Aussi, moi, je voulais demander à Christophe, justement, toi, quand t'as vu qu'il y allait avoir ce fameux Nick Nurse qui allait être nommé à la tête des Raptors, ça a été quoi tes pensées à ce moment-là? Déjà, je voulais aussi rajouter un truc, c'est que Nick Nurse, il a aussi été coach des équipes de ce qui était à l'époque appelé la G-League, donc maintenant la G-League. Oui. Et il avait été champion 2 fois de ce championnat-là, je crois que c'était en 2011 et 2013. Et il avait été élu aussi 2 fois coach de ce championnat-là. Donc il avait quand même une certaine expérience en tant que coach d'une équipe première. Et puis en plus, il avait été donc effectivement l'adjoint de Dwayne Casey. Et on sait que souvent l'adjoint, il a tendance à peut-être être un peu plus proche des joueurs. Donc, je dis que c'était courageux, c'était peut-être risqué, mais j'étais perso, ça me hypait pas mal, j'avoue. Et à Flavien, tu voulais peut-être commenter quelque chose? Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, prendre Nick Nurse, c'est un pari en fait, parce que t'as une refonte un peu de l'effectif en même temps. Clairement, Ujiri, il est arrivé à l'été 2018, il a tout pété. Il a pété son effectif quasiment entier pour relancer une dynamique avec cette équipe, et c'était pour le coup une très bonne idée de prendre un coach rookie NBA du coup qui pouvait apporter des choses comme le Phil le disait, qui était vachement plus flexible que Dwayne Casey sur sa manière d'aborder le jeu, sur sa manière d'entraîner, et à la fois aussi d'être plus proche des joueurs. Il y avait quand même c'était un pari intéressant, il y avait pas de risque à 100%. Nick Nurse nommé, et la question sur DeMar DeRozan, elle est toujours là, puisque que faire de DeMar DeRozan? Le départ, je t'interromps encore, mais j'avais une question qui m'est venue tout à l'heure pour DeMar DeRozan. Il est si mauvais que ça en défense? C'est du niveau de James Harden, c'est comment? Il est pas bon. C'est ce que je peux dire, il est pas bon. Ouais, ils ont été tous les deux à Compton, ancien joueur de Compton, ils apprennent pas trop. Disons que la recrue qui arrivait derrière, c'était l'antithèse en fait, concrètement. Effectivement. Voilà. Voilà, super. Bien envoyé, Christophe, c'est pas mal. Un mec avec les bras. Donc. Voilà, un mec avec les bras et les doigts longs kilométriques. Le départ de DeMar, je peux enchaîner, j'enchaîne. Le départ de DeMar DeRozan, on rappelle qu'il était déjà en discussion lors de la saison 2016-2017. Il était quand même il était au top, il tournait à 27 points par match. Je me rappelle qu'à cette époque-là, les Raptors n'avaient pas trouvé de contrepartie. Mais si DeMar DeRozan devait rester, il fallait que Nick Nurse arrive à le faire évoluer. DeMar DeRozan devait pour cela améliorer sa défense. Nick Nurse avec donc l'intention
d'utiliser DeMar DeRozan en défense, quitte à le faire défendre sur le meilleur arrière chaque soir et quitte même à baisser sa production offensive. Et c'est à ce moment-là que Ujiri Masai est tombé sur ce deal en or pour les Raptors, qui a donc permis d'échanger DeMar DeRozan contre Kawhi Leonard des Spurs de Toronto. Ça va nous permettre d'introduire ce joueur Kawhi Leonard, ce deal en or. Max, je peux enchaîner, sinon si tu veux... J'allais demander à Flavien, Kawhi Leonard, pour toi, si tu veux le décrire en quelques mots. Bah, je te dirais presque que c'est l'inverse de DeRozan. Alors, on le dit dans sa défense, moi je te dis plus dans le sens où, dans les moments importants, tu peux complètement compter sur lui, de A à Z. C'est un joueur clutch et c'est un joueur qui a le sens des responsabilités, qui avec les Spurs très tôt a eu des responsabilités de par le jeu des Spurs qui donne le ballon à tout le monde touche un peu la balle. Lui, il est MVP des finales 2014, si je dis pas de bêtises, déjà à l'époque. Et en même temps, c'est à la fois c'est un pari à l'époque quand Masai Ujiri le récupère contre DeMar DeRozan, parce que c'est un joueur qui a très peu joué la saison précédente. La nonchalance efficace, la nonchalance agressive, je dirais même. T'avais la nonchalance vraiment pure avec DeRozan, et t'as Kawhi qui avait la même nonchalance, mais qui en termes d'investissement, que ce soit défensif ou offensif, c'était, enfin surtout défensif pour le coup par rapport à DeRozan, ça n'avait absolument rien à voir, quoi. Pour le coup, Kawhi, la défense, c'est son point fort, alors que DeRozan, bon, on en a déjà parlé. Et donc, du coup, on te file. Raconte-nous un peu comment est-ce qu'on en est arrivé à ce deal, le parcours un peu Leonard pour arriver à ce deal. Je vais le faire, mais avant je vais aussi introduire un petit peu l'homme, on va dire ça comme ça, comme je l'ai fait pour DeMar DeRozan. Kawhi Leonard, c'est un gars spécial. Je prends juste les finales de 2014 face au Heat de Miami. 3e saison de Kawhi Leonard avec les Spurs face à LeBron James. Premier carton de ce game, Kawhi Leonard est le plus jeune joueur de l'histoire avec 100% au shoot avec 16 points. Dans le premier carton de ce game, du game, je crois que c'était le game 1, je sais plus, c'était le game 1 ou le game 2 d'ailleurs. Le game 3, voilà, c'est le game 3, troisième match. Ouais. Premier carton de ce match, Kawhi Leonard, plus jeune joueur de l'histoire avec 100%, avec 16 points, 29 points à la fin de ce game 3 pour ce jeune joueur. Très jeune joueur, hein. Il n'a que 22 ans, on rappelle, à ce moment-là. Leonard n'avait pas autant marqué de points dans un match, même en NCAA, et ses records en saison et en playoff étaient jusque-là de 26 et 22 unités. Il était devenu le premier joueur depuis Kenyon Martin en 2002 à battre son record de points en finale NBA, ainsi qu'à marquer 25 points à 75% au shoot depuis son coéquipier Manu Ginobili lors du Game 2 des finales 2005. Plus énorme encore, Kawhi Leonard est le plus jeune joueur à ce moment de l'histoire des finales, a compilé 25 points et 75% au shoot à 22 ans et 346 jours, puisqu'il avait détrôné James Worthy, une légende des Lakers, 23 ans, qui lui avait réussi cette stat à 23 ans et 94 jours dans le Game 2 des finales 1984. Enfin, seuls 2 joueurs avaient inscrit 29 points dans un match des finales à 22 ans. Je vais laisser Christophe et Flavien se lâcher sur ces 2 joueurs. Bon, on va dire Kobe. Voilà, t'es dans le bon. Flavien? Non. Magic Johnson, voilà. Brian, Kobe Bryant et Magic Johnson, c'est les 2 seuls jeunes joueurs de 22 ans à avoir réussi à scorer 29 points en finale NBA, et vous pouvez rajouter donc Kawhi Leonard, ce qui montre un peu ce qu'est l'homme. Mais ce n'est pas seulement l'attaque, hein. C'est une agressivité en défense. Kawhi Leonard, il a une particularité, il est toujours en mouvement. Et sur ce game face et sur cette finale face à LeBron James, il a démontré des particularités, des capacités en défense incroyables. C'est un joueur qui est toujours devant son défenseur, qui bouge ses mains en permanence. Ça gêne le champ de vision sur des passes, des tirs et dans le cas de Leonard, ça l'est d'autant plus que l'ailier des Spurs a des mains immenses. On en parlait en début de présentation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette activité lui permet de rester toujours en face de son attaquant sans l'orienter. Lorsqu'on oriente son attaquant vers une prise à 2, on se concentre sur les jambes et moins sur les mains, qui ne sont là que pour diriger le joueur, pour tout de même gêner le bond dans ses déplacements. Il faut le faire. Kawhi Leonard
restait parallèle à lui et il utilisait la ligne de fond comme d'un défenseur, c'est ce qui est risqué car LeBron pouvait le prendre de vitesse, mais cette nuit-là, surtout dans le Game 3, ça avait marché puisque LeBron James avait perdu 7 ballons. Il avait perdu 7 ballons cette nuit-là et LeBron l'avait véritablement épuisé. Il y a eu ce Game 4 aussi des finales. Kawhi Leonard avait terminé le game avec 20 points, 14 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 3 contres, s'il vous plaît, à 22 ans. Il faut comprendre que c'était à ce moment-là son 5e double-double en finale NBA et avant lui, 2 joueurs avaient réussi à réussir un double-double en finale NBA. Je vais faire la passe à Christophe pour les petits exercices. Double-double en finale NBA. Plus jeune. Donc. Plus jeune à 22 ans. 22 ans. Mm-hmm. Bah, c'est toujours Kobe ou le plus jeune? Non, c'est LeBron James. LeBron James. Timberlake. LeBron James himself. Voilà, les deux joueurs avoir réalisé 2 double-double en finale NBA. On rappelle que les 2 joueurs avaient réalisé 2 double-double chacun, c'est-à-dire que LeBron James en avait fait 2 et Kobe en avait fait 3, mais Kawhi Leonard, il en a fait 5 double-double en finale NBA. Ce qui montre un peu le garçon. Je vais pas m'attarder sur ce game 5 où Kawhi Leonard avait encore été énorme, 22 points, 7 sur 10 au tir, 10 rebonds. Et sur cette performance, il était devenu MVP des finales, devenant le 6e joueur de l'histoire à le devenir sans être All-Star. Faut quand même le rappeler, il n'avait pas été All-Star cette saison-là. Avant lui, on peut citer un certain Willis Reed dans les années 70 ou Wes Unseld en 78, etc., etc., etc. Voilà. Je crois qu'on a placé l'homme, hein. Sauf si quelqu'un veut encore réagir. On sait à qui on a affaire. Ce que tu peux rajouter à la limite, c'est que l'année précédente, pour les Spurs, il y avait quand même un petit ressenti par rapport à la finale précédente en 2013 quand ils perdent avec le shoot de Ray Allen, ils étaient surmotivés et en plus du coup Kawhi qui avait progressé, c'était forcément c'était là, je pense, moi perso des années 2010, c'est la meilleure équipe des Spurs qu'on ait vu. C'est vrai. Kawhi Leonard, c'est ce monstre-là, mais alors. Et il me semble que justement au moment où le trade arrive, moi mes souvenirs c'est que on avait l'impression qu'il avait pas très envie d'aller à Toronto, mais en même temps qu'il voulait pas non plus aller aux Spurs, et en fait on savait pas très bien ce qu'il voulait. Ouais, c'est vrai. Ça nous permet, tu me permets, belle passe pour revenir un petit peu à cette draft 2011. Je reviens d'abord en 2011 pour rappeler que les Raptors avaient la possibilité de drafter Kawhi Leonard, mais qu'ils ne l'avaient pas fait. À l'époque, c'était Brian Colangelo qui était le GM. Il avait le 5e choix de la draft en 2011 et c'était pendant cette période, c'était la période du départ de Chris Bosh à Miami. La petite histoire raconte que Brian Colangelo connaissait parfaitement le dossier de Kawhi Leonard, mais celui-ci n'avait pas une grosse cote pendant la draft à l'époque et le proprio des Raptors n'était pas d'accord. Donc il faut dire véritablement merci à Ujiri Masai d'avoir réussi à le récupérer par la suite. En 2011, quand Kawhi Leonard tape dans l'œil des scouts, parce que ça me permet de rejoindre la description de Christophe. En 2011, quand Kawhi Leonard tape dans l'œil des scouts avant la draft, il n'est pas répertorié comme un futur Kobe Bryant ou un futur Michael Jordan. C'est un joueur qui a le profil d'un très très gros défenseur avec des qualités athlétiques assez intéressantes. On le compare plus à Ron Artest, celui qui se fait appeler Meta World Peace, ou encore à Gerald Wallace. Et les analystes à l'époque toutes de ses qualités offensives. Mais avant la draft 2011, ça faisait 9 mois déjà que Greg Popovich observait Kawhi Leonard. Et une chose l'avait particulièrement touché chez Kawhi Leonard, c'est sa capacité à utiliser son énergie tout le temps pour son équipe. Kawhi Leonard, c'était pas le genre de joueur à vouloir le ballon. C'est pas le genre de joueur à vouloir le ballon à tout prix. Le truc de Kawhi Leonard, c'est de courir derrière le meilleur joueur adverse et de récupérer le plus de rebonds possible. Il avait une signature personnelle qui disait toujours, Kawhi Leonard, et il le dit encore aujourd'hui, le rebondeur obtient toujours son salaire. Voilà. Il me dit toujours ça, et ça c'est sa signature. Et Greg Popovich considérait que Kawhi Leonard allait être plus fort même en défense que Bruce Bowen. Vous vous souvenez que Bruce Bowen, c'était le meilleur défenseur des Spurs au plus fort de cette équipe. Il avait un jeu d'attaque perfectible, mais il avait une éthique, il a toujours une éthique de travail similaire à un Kobe Bryant, et Greg Popovich voulait absolument ce joueur. Voilà pourquoi, lorsque il décide d'aller vers les Pacers d'Indiana, les Pacers qui ont choisi Kawhi Leonard au 15e choix,
les Spurs qui ont proposé aux Pacers un échange avec George Hill et les droits sur un certain Derazem Lorbeck et Davis Bertans. Le dicton, un rebondeur obtient toujours son salaire. Dennis Rodman aime cette phrase. Est-ce qu'on a récupéré Flavien c'est pas faux. Normalement, c'est bien. Là, on t'entend, parfait. Alors du coup, Christophe, toi, je voudrais te demander, donc toi qui suis particulièrement l'actualité des Toronto Raptors, quand il y a eu cette histoire de deal qui a commencé à se faire entendre, qui a commencé à être dans les tuyaux, etc. Qu'est-ce que toi tu y croyais? Qu'est-ce qui te passait par la tête à ce moment-là? Bah déjà oui, premièrement j'y croyais, et pour moi, honnêtement, même avant que le trade ne se fasse, pour moi si ça se faisait c'était énorme en fait. Parce que pour le coup, et puis c'est bien pensé, parce qu'on se faisait totalement déchirer par LeBron tous les ans, et on prend un des rares joueurs de NBA qui a réussi à le museler totalement. Et on l'échange contre un joueur qui défensivement n'est pas présent et n'arrive pas à s'améliorer. Pour moi c'était un coup de génie, et je voulais que ça se fasse effectivement. Ouais. Surtout qu'offensivement tu perds pas tant que ça. Clairement. Ah oui. Ouais. On enchaîne, Max. Je crois qu'on a perdu Max. Max, il est là. Excusez-moi, j'ai oublié c'est toi. Est-ce que tu peux redémarrer ton application, Max, s'il te plaît? Ce sont les choses qui arrivent même aux meilleurs. Hein, voilà, c'est comme ça. Alors donc, j'allais te dire, Phil, raconte-nous un peu les dessous de ce deal qui donc a changé l'histoire des Raptors. Oui. Allez, on va donc revenir dans ce deal, la fin de l'histoire d'amour entre les Spurs et Kawhi Leonard. Je voulais juste parce que je voulais un peu expliquer parce que Christophe l'a un peu touché, mais pourquoi est-ce que Kawhi Leonard quitte les Spurs? Parce qu'il aurait pu rester, puisqu'il avait, lors de la saison 2015-2016, il avait signé une prolongation de 5 ans à 90 millions de dollars. Que les fans NBA de Spurs se sont posés à l'époque. Ouais. Kawhi Leonard, lors de la saison 2016-2017, il est impérial, il tourne à 25,5 points, 5 rebonds, 3 passes, 1 interception. Et en playoff, il fait encore plus fort, il tourne en moyenne à 27 points, 7 rebonds, 4 passes, 1 interception. Et on rappelle que lors du match 1 de cette finale de conf face aux Warriors, il a aggravé une blessure à la cheville qu'il avait déjà en tombant sur le pied de Zaza Pachulia. Vous vous souvenez de cette blessure, pour ceux qui se souviennent de cette action. Et ça avait fait... C'était déjà le tournant de la série. Justement sur cette règle de se placer dans la zone où le joueur retombe. Donc la petite histoire, dans la discorde entre les Kawhi Leonard et les Spurs, il y a cette blessure lors de cette saison 2017, lors de cette période 2017. Kawhi Leonard se blesse au quadriceps. Il n'a joué que 9 matchs cette saison-là, et la petite histoire raconte qu'il y a les dissensions entre le clan Kawhi Leonard, composé de son agent et de son oncle, était tellement forte qu'il ne faisait absolument plus confiance au staff des Spurs pour s'occuper correctement de la blessure de Kawhi Leonard à l'époque. Et l'oncle de Kawhi Leonard poussait pour que Kawhi revienne jouer à Los Angeles. On rappelle qu'il est natif de LA. Alors que le staff médical des Spurs estimait que Kawhi Leonard pouvait jouer, le clan Kawhi, lui, avait consulté d'autres médecins qui donnaient un avis contraire, et Kawhi ne reviendra pas sur les parquets, même après cette réunion secrète entre les joueurs des Spurs. Il y a une réunion secrète entre les joueurs qui suppliaient pratiquement Kawhi Leonard de revenir jouer, mais la décision de Kawhi et de son clan était claire, elle était prise, il fallait quitter les Spurs de San Antonio, son temps était terminé. C'est à cette période aussi que sa relation avec Jordan Brand s'était aussi arrêtée, pour ceux qui s'en souviennent. Donc ce deal, il était dans le temps de faire ce deal, et les Spurs n'avaient pas l'intention de renforcer un concurrent. Donc ils n'allaient pas faciliter les choses et l'envoyer directement de trader avec les Lakers. C'est à ce moment que Ujiri a sauté sur cette occasion en envoyant une proposition difficile à refuser pour les Raptors. Et le 18 juillet, la nouvelle tombe. Kawhi Leonard et Danny Green sont échangés contre DeMar DeRozan, Jacob Poelt et un premier tour de draft 2019. Voilà un peu la fin de cet épisode 2 qui marque l'arrivée de Kawhi Leonard aux Spurs de San Antonio. Donc on va garder le meilleur pour l'épisode 3. Je vais demander à Christophe d'abord si tu voulais réagir, ajouter quelque chose à cette histoire autour de ce deal. Bien sûr.
Ce qui est assez drôle avec ce deal, c'est que donc effectivement il y avait Jakob Poeltl qui avait été tradé également, et que Jakob Poeltl il avait été drafté, je crois, 8e de la draft 2016, ce qui avait été le premier choix des Raptors à l'époque, et que dans cette même draft il y avait Pascal Siakam qui avait été drafté à la 27e position. Et précisément par rapport à ce trade-là, effectivement, il y avait une part de risque compte tenu de l'état physique de Kawhi. Mais pour moi, t'échanges DeRozan contre Leonard, entre grosses guillemets, c'est plus ou moins équitable. Mais t'échanges Danny Green contre Jakob Poeltl, bon, il y a quand même un petit gap qui a été franchi, même s'il y a un tour de draft en plus. Mais pour moi, c'était vraiment un très très bon trade. Flavien, t'es d'accord avec ça? Je suis complètement d'accord avec ça, et je pense que en fait, les Spurs étaient, quoi qu'il arrive, même pas en position de négocier une meilleure offre. C'est un trade qui arrive de mémoire assez tard dans la free agency 2018, après que tout le monde ait signé un peu partout, et les Spurs se sont retrouvés vite bloqués, et au final, sûrement avec la meilleure offre qu'ils ont eue, c'était Toronto. Mais je suis pas au final, l'histoire a donné raison à Toronto et non aux Spurs, mais le trade n'est pas forcément très équitable à tout point de vue. Un MVP des finales avec Kawhi Leonard, qui certes avait très peu joué, avait simulé on sait pas, mais qui avait des problèmes de blessure, et avec sa direction, tu te dis quand même que t'as quand même un des tout meilleurs joueurs de la NBA qui débarque pour pas grand chose, contre un joueur comme DeMar DeRozan, qui te faisait pas passer ce step pour aller chercher une finale NBA, pourquoi pas. Ouais. Et du coup, comment est-ce que DeRozan part dire dans le cœur des supporters des Raptors, comment c'est le départ de DeRozan? C'est lourd. Effectivement, ouais, c'est clair, c'est lourd, puisque c'est lui qui a repris le flambeau des Carter, des Chris Bosh. C'est lui qui avait porté la franchise avec Kyle Lowry pendant de nombreuses saisons. Après, moi, personnellement, c'était vraiment la fin d'un cycle. On avait les Raptors avaient participé à beaucoup de playoffs. Ils n'avaient jamais vraiment réussi à step up, à franchir l'étape supplémentaire. Donc pour moi, c'est triste, mais c'est logique. C'est surtout dans la manière où ça s'est fait que ça a été un crève-cœur pour Toronto. Parce que DeRozan, au départ, on lui avait dit Masai Ujiri lui avait dit qu'il allait certainement prolonger ce contrat, mais finalement, cette opportunité de trade avec Kawhi Leonard est arrivée, et il a revu sa position, et oui, effectivement, même DeRozan lui-même l'a vécu comme une trahison. Ouais. Pourtant, il fallait bien changer quelque chose. Kyle Lowry et Ujiri Kyle Lowry aussi. Kyle Lowry et Ujiri Masai, leurs relations se sont tendues pendant longtemps. Je crois que je pense qu'il y a que le titre qui les a rapprochés. Kyle Lowry et Ujiri Masai, c'était l'eau et le feu. De toute manière, s'il passait pas un step, Kyle Lowry était la prochaine tête à sauter. Hein. Ça c'est sûr. Mais alors justement, on parle de Kyle Lowry, messieurs, mais durant toute cette période qu'on a évoquée, comment est-ce qu'il est vu, Kyle Lowry, au sein de cette équipe? Kyle Lowry, c'est un peu entre guillemets le lieutenant. C'est le joueur qui est un peu rude, qui a été drafté par Memphis, puis arrivé à Houston avec des stats assez moyennes, qui avait été drafté en échange de comment il s'appelle, Gary Forbes, je crois, qui avait fait des saisons qui étaient quand même assez bonnes, mais un peu à la manière de DeRozan. Une fois que les playoffs arrivaient, il tentait beaucoup de tirs, il en ratait beaucoup, il mettait ses points, mais le ratio était beaucoup trop bas pour rentable. Flavien, toi, c'était quoi ta vision sur Kyle Lowry avant cette saison moi, je vais pas être très très objectif en étant honnête. C'est pas un joueur que j'aime beaucoup. D'accord. Flavien, lâche-toi, faut y aller. Vas-y. C'est pas un joueur que j'aime beaucoup, tout simplement parce que je le trouve assez limité. Alors, ce que Christophe disait, c'est quand le ton monte, quand le niveau augmente, il se cache. On voit plus. Alors c'est quelque chose qui a changé un petit peu quand même sur les finales de l'année dernière, mais sur le passage à Toronto jusqu'à ce que DeRozan parte, il se cachait déjà derrière DeMar DeRozan, qui lui avait personne pour se cacher, et qui était un peu chacun essayait de se cacher. C'était cache-cache quoi, les Raptors. J'aime bien la formule. Voilà, c'est ça. Et c'est pas faux. Moi, c'est un joueur où
je trouve son plafond en saison régulière est quand même vachement haut parce que c'est un joueur qui fait des stats, c'est un joueur qui a une régularité quand même assez bonne. Bien sûr. Mais alors en playoff, c'est dur. C'est dur. Il t'avait pas fait un 0 point une fois en TTFL? Ah bah oui, non mais le problème aussi c'est que je l'ai pris en fantasy et que ça s'est très mal passé. Très mal passé. Christophe, toi, tu penses que, enfin, à part, disons, l'aspect défensif, qu'est-ce qui manquait à cette équipe de Toronto pour performer un peu mieux en play-off à cette époque-là? Bah, effectivement la défense, mais plus de mental, c'est de clutchitude, quoi. C'est qu'on va dire, mais en vrai, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs de talent, mais qui n'arrivaient pas à franchir ce cap-là, de se dire, de suivre un leader, entre guillemets, charismatique, qui pouvait potentiellement, prendre l'équipe sous son aile. Et DeRozan ne pouvait pas assumer ça. Du coup, c'est une équipe qui jouait bien, hein, y a pas à dire. Ouais. Mais quand il faut être dur physiquement et mentalement, bah, ça se sentait un peu, quoi. Toi, tu ressentais, toi, c'est ce que t'as ressenti finalement, Phil. C'est aussi, c'était je dirais le cœur de ton récit finalement. Je peux dire qu'avec Dwayne Casey, on avait l'impression que pour lui, la saison régulière et les playoffs, c'était la même chose, quoi. C'est-à-dire que en saison régulière, on explose tout, et en playoff, on est censé exploser tout parce que en saison régulière, on explosait tout. Mais la réalité, c'est que les playoffs, tous les compteurs sont remis à zéro. Donc, et puis tu joues pas les Knicks 4 fois dans les playoffs. Merci pour les fans des Knicks. Venant d'un fan des Nets, on allait forcément avoir un petit chat. J'ai été un gros fan à l'époque. On va dire ça avec les années 90 avec Patrick Ewing. Ça, c'était l'époque. C'est logique. Voilà, c'est logique. Merci Flavien. Donc pour venir à Dwayne Casey, non, véritablement, c'est un coach qui, comme je l'ai dit, assez campé sur ses positions. Il estimait qu'il fallait pas changer grand chose. Il estimait que, enfin moi j'ai l'impression que pour lui c'était un peu au bon bonheur la chance, quoi. On finira par passer. Voilà, c'est j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il réfléchissait et pour tout montrer que en playoff les Raptors ne réalisaient pas que les compteurs repartent de zéro, donc il fallait défendre. Moi je vous avais parlé de joueurs clutch. Je suis d'accord avec vous, mais moi je suis focalisé sur l'aspect défensif en playoff. Vous devez défendre comme des morts de faim. Vous pouvez pas vous retrouver, c'est inacceptable de vous retrouver dans une situation dans un game 3 ou dans un game 3 où vous menez tout un match et on rattrape tout le score et puis à la fin on vous défend. C'est-à-dire que la défense, elle était véritablement problématique dans cette équipe. Dwayne Casey, il estimait à cette époque que de toutes les façons, ça allait finir par passer. La réalité a démontré le contraire. Donc moi, je pense que il fallait véritablement changer cette approche. Et Ujiri, il a tenté le pari. Voilà, c'est le terme qu'a utilisé Flavien. C'est ça, hein. Tu as dit. Ouais, c'est ça. Et je suis totalement d'accord avec toi. Un pari osé et un pari qui a marché. Ouais, effectivement. En plus simple, c'est que au final, il a changé deux joueurs offensifs contre 2 joueurs défensifs parce que Danny Green, c'est aussi un excellent défenseur. Oui. Et il a totalement comblé les lacunes qu'avaient les Raptors auparavant. Ouais. Et justement, on peut justement dire, je pense que il y a toujours la question, je te coupe pas Max, hein, mais il y a toujours la question, j'en reparlerai, je vais en parler dans l'épisode 3, mais on a toujours envie de se dire, et si LeBron James il était là quand même, qu'est-ce que ça aurait donné? Certes, mais alors, en tout cas, on peut dire que les Raptors ont montré bien plus de talent en termes de trade et de draft que les Knicks, justement. Oui, sûrement. J'apprécie. Messieurs, on approche déjà de la fin de cette émission. Je vais laisser une chance à nos chroniqueurs du jour, Flavien et Christophe, de dire un dernier mot, ce qu'ils veulent. Voilà, Flavien, je commence par toi. Moi, mon dernier mot, c'est justement sur ce qu'on était en train de dire, sur ce qui manquait à ces Raptors. Tout simplement, moi, je te le résume juste sur le fait qu'il manquait un vrai franchise player, un mec d'un niveau autre que les stars NBA. Il manquait vraiment une superstar, et c'est ce que Ujiri avait fait, et plutôt bien. En plus de ce qu'a dit Flavien, je voudrais aussi rajouter que c'était aussi un processus qui avait duré depuis quelques années, notamment avec des choix de draft de joueurs
qui étaient très bas. On peut notamment citer évidemment Siakam en 2016 qui a été drafté à la 27e position. T'avais même Laurie, en soi, Laurie c'est un joueur qui a été drafté en 24e position. Par exemple, on prend l'équipe qui a gagné le titre des Raptors, il n'y a aucun joueur qui a été drafté dans le top 10. Et c'est ça aussi que je dois saluer, c'est le processus de recrutement de la part de la cellule de recrutement justement des Raptors, qui ont aussi fourni un travail monumental. C'est noté, Christophe, et effectivement on verra ça au prochain épisode, qui est pas encore, qu'on va prévoir très rapidement, n'est-ce pas, oncle Phil? Est-ce que toi aussi tu veux dire un dernier mot? Juste que. Non. Bon, d'accord, pas du. Je vais donner rendez-vous. Allez, pour l'épisode 3, ce sera dans 2 semaines à peu près. D'accord. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier tous les trois. Merci à nos chroniqueurs Christophe et Flavien. Merci à notre guest star oncle Phil. On te retrouve très bientôt donc pour le 3e épisode de cette épopée épique des Toronto Raptors. Merci Flavien, merci Christophe d'avoir été là. The First Day. Merci Phil. C'est à tous nos auditeurs, si vous n'avez pas pu écouter l'intégralité de notre émission, je vous conseille de télécharger l'application. Vous pouvez retrouver nos programmes dans l'onglet replay de Blabla Foot. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux. D'ici là, à vous tous, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt sur Blabla Foot. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao. Salut. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.